Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir madame. Bonsoir les enfants. Ça va? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, vous nous avez manqué. Ah, c'est gentil. Sahid Amé, Sahid. Une seconde, hein? Une seconde. D'accord, pas de souci. C'est bon? Voilà. Madame, c'est Normalement, c'est bon. bon. Attendez. Rebonsoir. Je n'arrive pas à faire marcher le PowerPoint. C'est pour ça que que j'ai arrêté le son. Je n'arrive pas à le faire marcher. Dans le PC, ça marche, mais avec vous, ça ne bouge pas. Arrête. Vous êtes Si là? ça ne bouge pas, on est toujours sur la première diapo. Oui, Oui, madame, on est là. J'ai remarqué que ça ne bouge pas avec vous parce que je parle avec vous. Je vais refaire. Madame. Je vais rentrer un. Mais pas en mode diapo. Laisse-le comme ça. Genre, si tu la mets en Je ne mode peux pas le diapo. laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser comme ça parce que vous ne recevrez que cette page. Je vais rentrer une deuxième fois. Je vais refaire. D'accord. Une seconde. Donc vous allez quitter et revenir, c'est ça madame? Ah oui, je quitte 30 secondes, 36 secondes. D'accord. Je vais quitter. D'accord, pas de souci.
C'est toujours la même chose, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, Yakhel. Oui, madame, malheureusement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et pourtant, je suis rentrée de la même manière. Oui, madame. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein. Très bien. C'est bon. Très bien, c'est bon, on va commencer. Allez. Bonsoir les enfants, désolée pour ce petit retard. C'est pas grave. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. J'ai fini le programme avec vous, j'ai fini le programme. C'est moi qui vais assurer. Je disais, tu es là? Oui, ça va. Ça va mieux, merci madame. Voilà, pas de quoi. Donc je disais que j'allais ça ne bouge pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ça défile. Madame, vous l'avez mis en mode diaporama. Elle a coupé son micro. Hein. Pardon. Est-ce que vous arrivez à me suivre comme ça? Oui, madame. Oui, là, on arrive. On suivra. Donc, je vais travailler de cette manière. Dès que je passe à plein écran, ça ne bouge pas. Oui. D'accord, de toute façon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que de toute façon, la majorité des étudiants ont le cours sur eux, on peut suivre avec vous. Ah, très bien. Vous avez le PDF. Je vous ai envoyé tous les documents nécessaires. Et même la vidéo, je vais vous l'envoyer après. Je vais vous l'envoyer quand je vais finir le chapitre, parce que parfois je rajoute quelques petites diapos, quelques images. Donc, dès que j'aurai fini le chapitre, je vais vous l'envoyer. D'accord? D'accord, merci. Allez, on commence. Donc, je disais, suivez avec moi. Donc, on va entamer, Inch'Allah, la 5e unité. C'est moi qui vais assurer l'enseignement de cette unité dans sa totalité. Donc, on aura normalement 7 semaines d'enseignement. C'est ça? Est-ce qu'il y a un délégué? C'est 7 semaines. 6 semaines, madame. 6 semaines. 6 semaines, la semaine de l'examen. 6 semaines avec la semaine de l'examen. Oui, madame. Avec la semaine de l'examen, 6 semaines. Non, 6 semaines d'enseignement. Oui, voilà. 6 semaines d'enseignement et 1 semaine de révision. Voilà, une semaine de révision. Comme l'unité 4. Donc, on a le temps. Je vais y aller normalement avec vous. Et bien sûr, je vais vous donner l'essentiel. Vous avez le PDF, le support PDF. Je vais vous envoyer mon PowerPoint une fois que j'aurai finalisé le PowerPoint. Vous pouvez toujours travailler avec mon PowerPoint de l'année passée, c'est le même. Là, s'il y a des petites images, je vais vous les rajouter, c'est tout. Et bismillah. Donc, l'intitulé de cette unité, c'est le système nerveux, c'est les organes nerveux avec les organes sensoriels. On va traiter le maximum possible, comme j'ai fait les années précédentes avec mes étudiants. Donc, j'ai misé sur l'essentiel pour vous, d'accord? Donc, on ne peut pas tout traiter, c'est pas possible en 6 semaines d'enseignement. Je ne veux pas bâcler tout. Oui, il vaut mieux qu'on comprenne. Voilà. C'est un module de tourisme.
Elle a coupé son micro à Juma, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous en prie. Une fois de plus, pardon. Donc, je disais que j'ai misé sur l'essentiel et je vous donne. Oui. Vous êtes là? Oui, madame. Voilà, Oui, madame. Je disais. Oui, madame, on est là avec vous. D'accord. Donc, je disais que j'ai misé sur l'essentiel comme bagage nécessaire pour vous en tant qu'étudiant deuxième année médecine. Donc, les éléments de base pour ça, je vous les ai fournis dans les PDF et dans le cours et ça va être dans donc l'enregistrement aussi. Faites-moi confiance. Donc, je vous ai donné l'essentiel dans le PDF Merci, et madame. dans le PowerPoint. OK? Faites quoi? C'est mon devoir. Donc, je vais vous intituler le contenu de cette unité si vous voulez. Vous voulez bien? Comme ça, on va suivre dans l'ordre chronologique. Vous saurez de quoi il s'agit. Donc, il y a 2 chapitres essentiels dans cette unité. Je vais vous les dire en arfahel. Dites-les, s'il vous plaît. D'accord. Pas de problème. Elle va. Donc, je disais que cette unité, elle comporte 2 gros chapitres. Le premier chapitre, c'est les organes nerveux. C'est pas le système nerveux, parce que quand je dis système nerveux, c'est comme si on allait faire l'étude des neurones, de la cytologie, c'est beaucoup plus l'étude des organes nerveux. On est dans l'histologie spéciale, donc c'est le chapitre organes nerveux. Et dans ce présent chapitre qui est assez colossal, on va traiter sous forme de petites généralités, donc les organes nerveux sous forme de généralité, le développement embryonnaire pas comme un cours d'embryologie, parce que c'est pas l'objectif de ce module. C'est un module d'histologie. Pourquoi on traite l'embryologie? Ça va vous servir parce que c'est sous forme d'histogénèse. C'est-à-dire quoi? Histogénèse, cette structure, elle dérive de cette ébauche. Cette structure, elle dérive de cette autre ébauche. Ce feuillet embryonnaire est à l'origine de cette structure. On n'a pas le temps de détailler l'embryologie, ni ce n'est pas dans le programme de détailler l'embryologie de certains. On ne peut pas. Il faudra un autre module pour faire l'embryologie de ces cours, de ces chapitres. Vous avez compris ce que je raconte. Donc, c'est un petit résumé sur le développement embryonnaire. D'une part, on ne peut pas, un médecin, un histologiste, il faut toujours faire la part des choses et savoir que cette structure, elle dérive de cette ébauche. D'ailleurs, ça a un rapport avec les maladies, les pathologies, etc. Donc nous, c'est un petit aperçu général sur le développement embryonnaire des structures que l'on fait en histologie. OK? Et c'est ce que j'ai fait pour le système nerveux, donc pour les organes nerveux. Je vous ai fait un petit résumé global pour que l'on sache. Et d'ailleurs, vous avez des notions sur le tube neural. C'est ça, vous l'avez fait l'année passée. Qu'à la gouttière neurale. Oui, madame. OK? Donc, c'est un petit flash comme ça, sous forme de résumé sur le développement embryonnaire des organes nerveux. Ensuite, on va, dans ce chapitre, si vous voulez, sous forme de généralité, on va faire de l'histologie dans l'embryologie. Je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire une coupe histologique au sein des petits embryons. Et on va voir comment évolue cet embryon et quels sont les feuillets embryonnaires qui sont à l'origine des différents composants du système nerveux. Donc, on va retrouver l'ébauche de la moelle épinière, l'ébauche du cervelet, l'ébauche du cerveau, ainsi de suite. D'accord? Des ventricules, du canal rachidien, du rachis, etc. OK? Donc, c'est sous cette forme que j'ai... et puis, j'ai suivi les objectifs du module, du programme. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, je l'ai façonné de telle sorte à suivre les objectifs. Et dans ce présent chapitre, donc après le développement embryonnaire, on va traiter l'histologie du tube neural. Donc, on va voir comment s'organise histologiquement en coupe histologique transversale
réalisé sur un embryon humain tout jeune, on va voir quelle est la structure histologique de cet embryon. Voilà. Et c'est le contenu de ce premier chapitre. Et on va passer directement, on va plutôt remonter vers l'encéphale. On va partir, vous avez traité le rachis en anatomie, c'est ça? Vous avez quelques notions, j'ai discuté avec la déléguée. On a fait ce dimanche avec le docteur. Oui, je le sais. Merci. Donc, c'est voulu. Je vais remonter dans la structure. En fait, il est plus simple de remonter que de descendre du cerveau vers la moelle épinière. C'est vu la complexité des structures que j'ai façonné le cours de cette manière. Donc, dans ce présent chapitre, après les généralités, un petit aperçu embryonnaire et un peu d'histologie dans l'embryologie, dans l'embryon, on va directement entamer la moelle épinière. Donc, la structure histologique avec toujours un petit aperçu embryonnaire. Et vous allez voir, ça va être une suite avec les généralités pour la moelle épinière. Et c'est tant mieux pour les lames alaires, les lames fondamentales qui vont fusionner pour donner les cornes antérieures et postérieures de la moelle épinière. Après la moelle épinière, on va remonter, on va traiter le cervelet, Inch'Allah. Après le cervelet, on va traiter le cerveau. Et je vais aller dans l'ordre, si vous voulez, un petit peu croissant dans la complexité de la structure. Parce que si je commence, et il m'est arrivé de commencer par le cerveau, et par la suite, j'ai décidé de faire le contraire, le chemin contraire, parce que rentrer directement dans la structure histologique du cerveau, sans que vous ayez certaines notions en anatomie ou en physiologie, ça va être complexe et un peu dur pour que vous puissiez assimiler certaines structures. Parce qu'au niveau du cerveau, c'est la structure, elle est beaucoup plus complexe dans le cerveau et un peu moins dans le cervelet et plus simple, relativement simple, au niveau de la moelle épinière. Donc, on va remonter dans la structure. Je vais commencer par la moelle épinière, le cervelet, le cerveau, et on va traiter des petites glandes sécrétrices du liquide céphalorachidien qu'on appelle les plexus choroïdes. C'est les végétations, ou bien encéphaliques, ou bien les plexus choroïdes, avec un petit aperçu sur la structure histologique des méninges. Voici le contenu du premier chapitre, les organes nerveux. Je résume, les organes nerveux comportent les éléments suivants, sous forme de petites généralités, le développement embryonnaire et la structure histologique de l'embryon. Ensuite, nous avons le deuxième chapitre, la moelle épinière, le troisième chapitre, le cervelet, le quatrième chapitre, le cerveau, et le tout dernier petit chapitre, les plexus choroïdes et les méninges. Voilà le contenu histologique des organes nerveux. La deuxième partie, aussi assez complexe, il faudra suivre, essayer d'assister. Il faudra suivre, c'est les organes sensoriels, les organes des sens. On va aussi aller dans l'ordre chronologique, croissant dans la complexité, en commençant l'étude de ces organes sensoriels par un petit aperçu sous forme de généralité, toujours des généralités, des définitions qui vont nous permettre d'attaquer le chapitre. Par la suite, on va aller tout doucement, mais sûrement, Inch'Allah, dans l'étude des organes sensoriels, dans l'ordre chronologique des choses et par rapport à la classification des organes sensoriels, parce que en fait, on a affaire à 3 types d'organes sensoriels, les organes sensoriels primaires, les organes sensoriels secondaires et les tertiaires. Donc, on va traiter les organes, l'organe, parce qu'il y en a un seul, l'olfaction sensorielle primaire. Ensuite, on va attaquer les organes secondaires qui correspondent à la gustation, l'olfaction et l'équilibration. Il y a aussi les corpuscules tactiles, mais on ne pourra pas les traiter parce qu'il est colossal et vous allez traiter ce détail dans le module dermato. Et puis, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, les corpuscules tactiles, on ne va pas les traiter. Ils font partie des organes sensoriels. On va juste les citer et on va traiter l'équilibration, l'audition et la gustation. Et en dernier chapitre, on va traiter en détail l'organe sensoriel tertiaire, très important, qui est la rétine visuelle, qui est l'organe sensoriel tertiaire. Voilà le contenu de cette unité. Et bismillah, donc je vais entamer directement ce premier cours, généralité sur les organes nerveux. Je ne vous apprendrai rien, ce sera juste une mise au point et des petits souvenirs que je vais relater certaines connaissances que vous avez déjà. Donc, sous forme de petites définitions. Ça va, Yeresh?
J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Oui, ça va, on arrive à suivre. Alhamdoulilah, merci. Très bien. D'accord. Donc, en ce qui concerne le système nerveux, vous savez que c'est un complexe et une structure très complexe. C'est un système assez complexe. Et puisqu'il a sous sa dépendance, si vous voulez, toutes les fonctions de notre corps. Voilà. Il est composé, donc, directement des centres nerveux et des voies nerveuses. Les centres nerveux qui réceptionnent, intègrent et émettent des informations, et les voies nerveuses qui vont conduire ces informations. Bon, ça, c'est pas de l'histologie, donc juste pour entrer dans le vif du sujet. Allez, on attaque. Le système nerveux, il comporte deux parties. Et ça, vous le savez, on a le système nerveux central, le névrax, SNC, et on a le système nerveux périphérique, qui, lui, est formé des nerfs, tout simplement. Donc, en ce qui concerne le système nerveux central, le névrax, il y a deux segments importants. Donc, c'est subdivisé en deux segments, l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale, c'est l'ensemble formé par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Donc là, il est intracrânien. En ce qui concerne la moelle épinière, elle est intrarachidienne, c'est-à-dire, et c'est un prolongement de l'encéphale, si vous voulez, au niveau du rachis. C'est une structure qui est intrarachidienne. On la retrouve dans le rachis. Voilà en ce qui concerne le système nerveux central. Le système nerveux périphérique, c'est toujours une partie du système nerveux, mais qui est située en dehors du système nerveux central. Donc, c'est extérieurement un névrax qui est constitué, qui est situé le système nerveux périphérique et qui est principalement constitué des nerfs, de fibres nerveuses plus précisément, et ces fibres nerveuses, elles sont issues à la fois du cerveau, cervelet, tronc cérébral et de la moelle épinière. Donc, ils sont issues de l'encéphale et elles sont issues, ces fibres nerveuses. C'est quoi les fibres nerveuses? C'est les prolongements axoniques. Les nerfs, c'est un ensemble, c'est des groupements d'axones. Voilà, soit myélinisés ou pas, c'est ce qu'on appelle les nerfs. Et ceux-ci, donc, forment le système nerveux périphérique. Et ces nerfs, on les retrouve donc groupés sous forme d'entités de nerfs au niveau du crâne, on les appelle les nerfs crâniens, et au niveau du rachis, on les appelle les nerfs rachidiens. On a aussi, on assimile à ces nerfs aussi le système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique. Bon, c'est pas de la physiologie, donc juste sous forme de petit aperçu global pour mettre un peu d'ordre dans vos idées. C'est bon? Et il n'y a rien à expliquer parce que je ne vais pas rentrer dans l'explication, c'est quoi les nerfs et tout, c'est pas l'objectif de notre cours. C'est juste un petit résumé sous forme d'introduction. Ça va, Kimla? Oui. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Développement embryonnaire. Très bien. Développement embryonnaire. Ce que vous devez savoir concernant ce développement embryonnaire, c'est que la totalité des composants du système nerveux, tous les organes pratiquement, dérivent du feuillet ectodermique ou bien ectoblastique, de l'ectoblaste ou l'ectoderme. C'est exactement la même chose. Ectoderme, ectoblaste, mésoblaste, mésoderme, ainsi de suite. D'accord? Donc, le système nerveux dérive dans sa totalité de l'ectoblaste. Et il se forme précocement. Hein, c'est l'un des premiers avec le cœur à apparaître vers le 18e jour du développement embryonnaire, 17e, 18e jour du développement embryonnaire. Donc, au milieu de la 3e semaine du développement embryonnaire, va apparaître la première ébauche qui va être à l'origine donc de tous les composants du système nerveux, à savoir ce qu'on appelle la plaque neurale. Cette plaque neurale qui correspond à un épaississement au sein du feuillet ectoblastique. D'accord? Donc, le développement du système nerveux commence précocement, tôt, au cours du développement développement embryonnaire ou bien de la vie intra-utérine, et sous forme d'une ébauche qu'on appelle la plaque. Donc, c'est un épaississement de l'ectoblaste qui apparaît sous forme d'une plaque, comme une plaque qu'on appelle la plaque neurale. Épaississement sous forme d'un épaississement ectoblastique. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va examiner en coupe transversale l'extrémité céphalique d'un embryon humain.
Et cet embryon, il n'a que 3 semaines à peu près. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que cette extrémité céphalique, donc c'est là où va se trouver l'ébauche du système nerveux. Qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'on va réaliser que dans cette coupe transversale, en microscopie optique, on va remarquer que ce feuillet qui est l'ectoblaste, cet épicissement ectoblastique, va se scinder au cours de la 3e semaine déjà en 2 feuillets. L'un s'appelle le neurectoblaste et le deuxième, on l'appelle l'épiblaste. Et d'ailleurs, cet épiblaste, on va l'oublier. Tout de suite, on va le mettre de côté. Pourquoi? Parce que cet épiblaste, il n'aura pas de rapport avec les composants du système nerveux. Il va donner carrément ce qu'on appelle les placodes. Et ces placodes, ce sont les ébauches de la grande majorité des organes sensoriels. Ébauche ophtalmique, c'est l'ébauche donc des yeux, de la rétine visuelle et des yeux. Ébauche olfactive, c'est les ébauches de la muqueuse olfactive, de l'organe de l'olfaction. La placode auditive, ce sont les ébauches donc de l'audition, de l'organe de l'audition, ainsi de suite. D'accord? Donc, nous, on va donc tabler et s'intéresser sur le neurectoblaste. Pourquoi d'ailleurs cette appellation? C'est l'ectoblaste qui va donner les composants nerveux, d'où son appellation, d'où son nom, neurectoblaste. Neuro qui signifie élément nerveux. D'accord? Donc, le neurectoblaste, il va engendrer quoi? Dans un premier temps, il va engendrer le tube neural, ce tube neural qui est l'ébauche primitive qui va se transformer par la suite en encéphale et avec son prolongement en moelle épinière, donc le tube neural. Et on aura aussi ce qu'on appelle, c'est des bandelettes de part et d'autre du tube neural qu'on appelle les crêtes ganglionnaires ou bien les crêtes neurales. Pourquoi crêtes ganglionnaires? Parce qu'elles vont être à l'origine des ganglions nerveux, de la grande majorité des ganglions nerveux. C'est même ce que j'ai raconté jusque-là. Vous voulez que je reprenne l'explication ou bien c'est bon? Regardez schématiquement. C'est bon? Oui, madame. Laissez-moi finir. Je vais commenter ça sous forme de schéma. Oui, Mohamed Maz. Donc, l'épiblaste, donc, il ne fait pas partie, genre, au mode. L'épiblaste, je vous ai dit, il ne donne pas les organes nerveux. C'est le neurectoblaste qui va donner le tube neural et les crêtes neurales. C'est le tube neural et les crêtes neurales qui vont donner les vésicules encéphaliques, la moelle épinière, les ganglions nerveux, ainsi de suite. Vous allez voir maintenant les ébauches, qu'est-ce qu'elles vont donner. Suivez avec moi. Si vous n'avez pas compris, vous me poserez des questions. D'accord? Donc, nous avons ici, très schématiquement, on a l'ectoblaste, l'ectoderme, qui donc s'épaissit en une plaque, dite la plaque neurale, et c'est cette partie-là qu'on appelle le neurectoblaste, ou bien neurectoderme, kiff. Et il y a un sillon neural, donc elle va commencer à se déprimer, il y a une petite dépression, regardez, elle se déprime un petit peu, cette plaque neurale, le neurectoderme commence à se déprimer. Il y a épaississement médian de l'ectoderme avec un début de dépression. Ensuite, cette dépression, elle va se poursuivre et il y a les rebords qui vont se soulever. Et encore, ça va se déprimer, ça va encore s'invaginer pour donner l'aspect d'une gouttelette. On l'appelle d'ailleurs la gouttière d'une gouttière, la gouttière neurale, le stade de gouttière. Stade de plaque neurale, ensuite le stade de gouttière neurale, et ces rebords, ils vont tendre à avancer, à se fermer. D'accord? Et il y a, au niveau des bords, ces rebords qui se soulèvent, apparition, ces rebords eux-mêmes correspondent à ce qu'on appelle les crêtes neurales, les crêtes ganglionnaires. Donc ces côtés-là, il y aura fermeture de cette gouttière, ça va donner le tube neural, et les rebords, là, de part et d'autre, l'ectoderme
donc, ça y est, il se divise, elle se détache, le tube neural va se détacher et ça va former ici, pour la gouttière, ça va donner le tube neural qui aura une lumière. On va voir que ça va être soit cette lumière, on appelle d'ailleurs, c'est une ancienne appellation, mais elle existe toujours, le neurocell. C'est cette lumière-là, au niveau du tube neural, elle va donner au niveau de la partie postérieure, au niveau de la partie céphalique, ça va donner les ventricules du cerveau. Et au niveau caudal, dans cette partie-là basse, ça va donner la lumière, le canal épendymère. Bon, j'anticipe le cours. Donc, il y a ici, on a les crêtes de part et d'autre de cette gouttière. On a les crêtes neurales ou bien les crêtes ganglionnaires qui vont donner les ganglions nerveux. Voilà la finalité des choses. Et de part et d'autre, on a les ganglions, crêtes neurales qui va segmenter en différents ganglions. Donc, ça va être les futurs ganglions rachidiens et les futurs ganglions sympathiques et parasympathiques du système nerveux végétatif. Voilà. Et en ce qui concerne le tube neural, lui, ce sera le futur cerveau et la future moelle épinière. Donc, le tube neural dans sa totalité, dans sa partie céphalique qui va se transformer en cerveau, ensuite cervelé aussi, transcérébral, bulbe rachidien, et ça va se prolonger au niveau de la partie caudale. Ce tube neural, ça va engendrer la moelle épinière. Et les crêtes ganglionnaires, elles vont se segmenter pour donner les ganglions crâniens et les ganglions rachidiens. C'est bon, Yavesh? Normalement, c'est clair. C'est quoi le canal épendymère? Le canal épendymère, vous allez le voir tout de suite. Regardez, très schématiquement, avec le canal épendymère, c'est la lumière dans le tube neural. Avec le tube neural, il y a un vide à l'intérieur. Cette lumière, au niveau de la moelle épinière, l'ébauche du tube neural caudal qui va donner la moelle épinière, il y aura une lumière, un vide qu'on appelle le canal épendymère. Vous n'avez pas fait le rachis? Si, on l'a fait. Oui. On ne vous a pas parlé du canal épendymère? Qui peut répondre? Comment? On n'a pas reçu encore le cours. Mais ça n'a pas été fait oralement? Si, ça a été fait. Qui peut répondre à la question alors? Ben, ça se trouve, ils n'ont pas parlé de ça, mais ça se trouve, on se souvient même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Canal épendymère. C'est là où passe le liquide céphalorachidien. Il n'y a pas mieux? Il n'y a pas une définition meilleure? Où se trouve la moelle épinière? On n'a pas parlé dans le cours. Où se trouve la moelle épinière? Je veux creuser avec vous. Parce qu'il y a des notions de la première année aussi. Où se trouve la moelle épinière? Elle est à l'intérieur du rachis. Et le rachis, l'index dans le rachis, qu'est-ce qui est dans le rachis? Dans le canal rachidien. Il y a des vertèbres aussi. Il y a le canal rachidien qu'on vient de dire, l'ami, on a aussi des vertèbres. Qui peut répondre à la question, le canal épendymère? Je veux que ce soit vous qui répondiez à cette question. Madame, c'est là où il passe le liquide rachidien, c'est ça? C'est un canal. Le canal spinal. Vous êtes en train de répondre sans le savoir. Et je veux vous dire, c'est ça l'inconvénient. Parce que parfois, vous apprenez par cœur certaines choses.
Depuis la première année qu'on a pensé comme ça des modules d'histologie et d'anatomie, que c'est plus du parcourisme que de l'explication. Oui, monsieur, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Depuis la première année jusqu'à la dernière année, pas uniquement l'anatomie et l'histologie, vous serez obligé d'apprendre parce que vous n'êtes pas Wolf et Ponder, on l'est pas, je ne le suis pas non plus et tout. On ne peut pas connaître les termes techniques et les notions d'anatomie, d'histologie, même de biochimie ou de physiologie sans apprendre. Mais il faut aussi comprendre. Madame, on fait même pas des TP pour mémoriser plus. Donc, on est obligé d'apprendre par cœur. Vous savez, on fait avec les moyens de bord, ma fille. S'il y avait possibilité de vous faire des TP, déjà, il n'y a même pas de personnel pour enseigner. Vous avez dû remarquer, même dans les examens, il n'y a pas assez de surveillants. C'est tout ce qu'il y a en Algérie, c'est tout ce qu'il y a dans l'université, ma fille. C'est pas de la faute avant d'enseigner, on est à qui que ce soit. Oui, je suis au courant, madame. Merci. Vous voyez le canal rachidien, vous venez d'employer le terme canal rachidien. Et c'est quoi le canal rachidien? Je vous montre ce schéma exprès. Hein. C'est le canal spinal aussi. On l'appelle canal spinal, non? Vous ne le saviez pas. Donc, vous n'avez pas de notion d'anatomie. Il n'y a pas de problème. Allez, regardez ici. Madame, c'est là où il y a les corps cellulaires. Non, là où il y a les corps cellulaires, c'est la substance grise. Regardez. Suivez avec moi. Il y a deux parties, Shahira. Le canal de l'épondyle, c'est lui qui se transforme en canal rachidien. C'est cette petite lumière qui se trouve dans le tube neural qui va engendrer le cerveau et la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière qui se trouve dans la partie caudale du tube neural. C'est la partie caudale du tube neural qui se transformera en moelle épinière. Cette lumière-là, qu'on appelle le canal de l'épondyle, elle va se transformer en canal rachidien. Et au niveau de la partie céphalique du tube neural, ça va se transformer en ventricule pour le cerveau. Est-ce que ça vous éclaire les choses? Oui. Qui n'a pas compris ce que j'ai raconté? Madame, vous pouvez répéter. Regardez, je vous montre ce schéma, mais ici, je suis au niveau de la moelle épinière, mais maliche. Regardez, on vous dit ici, ce petit trou qu'il y a au niveau de la moelle épinière, quand je réalise une coupe au niveau médulaire et caudal du tube neural, après apparition des vésicules encéphaliques, ici, il y a la différenciation au niveau du cerveau, etc., des vésicules encéphaliques qui commencent à se différencier. Dans la partie médulaire, c'est-à-dire qui va se transformer en moelle épinière, quand je réalise une coupe, regardez ce que ça donne. Ça donne ce trou-là qu'on appelle le canal épendymère. Ce canal épendymère, c'est la lumière du tube neural qui va se transformer en canal spinal. D'accord? Vous venez de dire canal rachidien au niveau du rachis. Car je vous ai posé la question par rapport au rachis, vous avez dit, madame, il y a le canal rachidien. C'est ce que vous avez dit. Ayaresh. Oui. Oui. Vous êtes là. Vous êtes d'accord avec moi. Ce canal rachidien, c'est quoi? Le canal rachidien, c'est ce canal qui se trouve au niveau du rachis. D'où provient le canal rachidien? C'est la transformation du canal épendymère du tube neural. C'est cette lumière du tube neural qu'on appelait durant la vie embryonnaire canal épendymère qui donne le canal spinal ou bien canal rachidien. Avec le canal épendymère, il se transforme en canal rachidien au niveau de la moelle épinière. D'accord? Après fusion des côtés des lames alaires et des lames fondamentales. Laissez-moi finir le cours parce que je suis en train de devancer dans le cours et vous allez vous perdre.
sachez une chose, le canal éppendymaire, il se transforme en canal rachidien au niveau de la moelle épinière. C'est clair? Madame, Oui. Madame, tout à l'heure, vous avez parlé de neurocell. Oui, neurocell, on l'appelle ainsi avant qu'il se transforme. Neurocell, c'est ce qui va donner. Neurocell, c'est pas uniquement le canal spinal. C'est le canal spinal plus les ventricules cérébraux. Parce que ce canal éppendymaire, il va se transformer. On l'appelle aussi neurocell. Cette lumière, on l'appelle neurocell. C'est une ancienne appellation. Et cette partie-là, voilà, regardez. Développement de la paroi du tube neural. Regardez, en 1, d'ailleurs, je l'ai mis exprès ce schéma, je l'ai rajouté. Neurocell. C'est cette lumière au niveau du tube neural qu'on appelle neurocell. Et neurocell aiguë, c'est quoi? C'est cette lumière du tube neural qui, au niveau du cerveau, va se transformer en ventricules, les ventricules cérébraux, et au niveau de la moelle épinière, va se transformer en canal éppendymaire. Voilà. Tout simplement. C'est pas clair? Non, madame, c'est clair, merci. Merci, madame. Voilà. Quoi. Donc, je reviens à la formation du tube neural embryonnaire qui passe par les 3 stades connus. Stade de plaque neurale. L'embryon à 18 jours, il mesure à peine 1 mm. Le stade de gouttière neurale où l'embryon à 19 jours, où il mesure 1,2 mm. Et le stade de tube neural où l'embryon a 3 semaines avec 1,5 mm de diamètre. On vous dit dans son segment céphalique, donc dans la partie céphalique du tube neural, il va donner le tube neural, il va donner l'encéphale. Dans son segment postérieur, le tube neural donnera la moelle épinière. C'est clair? Donc, quand je réaliserai, regardez, voici le tube neural. Quand je vais réaliser une coupe au niveau de la partie céphalique du tube neural, cette partie-là, elle va donner quoi? Elle va donner l'encéphale. C'est-à-dire quoi? Elle va donner les ébauches qui vont donner naissance aux composants, aux différents composants de l'encéphale. C'est-à-dire quoi? Au cerveau, au cervelet et au tronc cérébral. Si je réalise une coupe dans la partie postérieure basse du tube neural, je vais cette partie-là, elle va engendrer quoi? Elle va engendrer la moelle épinière. C'est clair? Et l'épaississement de part et d'autre du tube neural va engendrer les crêtes ou des bandelettes neurales ou ganglionnaires qu'on appelle crête neurale ou crête ganglionnaire. Ça va? Oui. Voilà. C'est bon pour l'embryologie. On va passer à l'histologie, mais cette fois-ci, pas l'histologie du système nerveux, on va faire l'histologie, une étude histologique du tube neural. On va voir de quel élément histologique est formée la paroi, le tube neural, plus précisément la paroi du tube neural. Donc, on vous dit sur une coupe transversale du tube neural, son examen, bien sûr, après sa fermeture, donc le tube neural fermé, ce tube-là, ce cylindre neural, qui va se transformer en encéphale et en moelle épinière après, on va reconnaître une cavité. Cette cavité, c'est l'intérieur de ce tube neural. Voilà. C'est que la cavité, c'est la lumière du tube neural. Une cavité qui a la forme d'un hexagone dans un premier temps, étirée dans le sens dorso-ventral. Voici sa forme, étirée dans le sens dorso-ventral. C'est étiré, il y a cette partie-là, et étiré dans la partie ventrale aussi. On va voir après les noms que ça donne. Donc, cette cavité qui a la forme d'un hexagone, exactement, voici. Et on a 4 parois qui délimitent cette cavité. Et ces 4 parois, il s'agit de 2 paires de parois, 2 parois minces et 2 parois épaisses latérales. Les voici. Donc, on a les 2 paires de parois minces. C'est le toit, celle-ci, la première. La deuxième, c'est le plancher. C'est la première paire de parois minces.
Et on a deux paires de parois latérales. On a la paroi dorso-latérale et la paroi ventro-latérale. Les côtés latéraux de Wiggy. Et ces parois-là, elles sont dites parois latérales. Celle qui se trouve du côté dorsal, on l'appelle la paroi dorso-latérale. Celle qui se trouve du côté ventral, on l'appelle la paroi ventro-latérale, tout simplement. D'accord? Ça va? On vous dit, on a quatre parois délimitant cette cavité. Il s'agit de deux parois minces. L'une, elle est dorsale, on l'appelle aussi le toit. On l'appelle aussi lame ou plaque dorsale. Donc là, on va donner les noms qu'il faut. Voilà, voici le toit. Elle est dorsale, du côté dorsal. On l'appelle le toit. On l'appelle la lame dorsale ou bien la lame ou la plaque dorsale. C'est le toit qui s'appelle ainsi. Celle qui est ventrale, on l'appelle la lame ou la plaque ventrale, c'est le plancher, cette petite paroi ici. Et du côté ventral, d'où son appellation de lame ou plaque ventrale. C'est à connaître. Vous n'allez pas l'inventer. Vous comprenez, jeune homme, pourquoi il faut apprendre. D'où est-ce que vous allez ramener les termes techniques? Il faut les apprendre. Il faut les comprendre et les apprendre. Mais madame, la deuxième paire de parois, on n'a pas dit qu'on n'apprenait pas. Nous, on apprend plus l'anatomie. Même moi, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que vous ne compreniez pas. Je vous ai juste expliqué pourquoi vous êtes obligé d'apprendre. Vous êtes obligé d'apprendre. C'est ça la médecine. Et vous êtes obligé d'apprendre pour retenir. Si vous n'apprenez pas, vous allez oublier. Vous n'avez pas le droit, vous, en tant que futur médecin, d'oublier des notions médicales. Contrairement aux étudiants, vous n'allez pas prendre vos cours quand vous serez devant un malade. On n'entend pas bien maintenir des coupures. Je vous ai dit que vous, en tant que futur médecin, et là, vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux. J'ai dit que vous, en tant que futur médecin, vous n'avez pas le droit de ne pas vous rappeler de certaines notions. Vous êtes censé connaître toutes les notions. Donc, vous êtes obligé d'apprendre beaucoup de choses, bien sûr. Voilà, je continue. On a la deuxième paire de parois, donc ça fait 4 en tout. On a les parois épaisses latérales. Elles sont séparées par un sillon. Le sillon, c'est celui-là, c'est cette ligne qui subdivise les lames alaires et la lame fondamentale, donc qui passe par le centre de la cavité. Là, c'est ce qu'on appelle le sulcus limitant. C'est une zone de séparation des deux plaques. Donc, c'est un sillon de séparation qui s'appelle le sulcus limitant. En deux plaques, l'une qui est du côté dorsal, on l'appelle la lame latéro-dorsale, on l'appelle aussi la lame alaire. Et la seconde qui est du côté ventral, on l'appelle la lame latéro-ventrale. On l'appelle aussi la lame basale ou bien lame fondamentale. Elle est du côté latéro-ventral. La lame alaire se trouve du côté latéro-dorsal. Voilà, pour la composition structurale histologique du tube neural examiné en microscopie optique en coupe transversale. C'est bon? Voilà, très schématiquement, cette représentation, elle résume tout. C'est bon? Est-ce qu'il me l'a? Oui. Là, on va voir la structure de cette paroi du tube neural. On va examiner la structure, de quoi est composée cette paroi. Donc, on a vu quels sont les noms de composants de cette paroi, mais là, examiné en microscopie optique, on va identifier la nature des composants de la paroi du tube neural. Donc, on vous dit que l'examen en microscopie optique donc de la paroi du tube neural nous permet d'identifier quoi? Elle nous permet d'identifier un neuroépithélium. Donc, c'est un épithélium de type nerveux parce qu'il va engendrer tout simplement des éléments nerveux et des cellules nerveuses.
parmi ces cellules nerveuses, on aura des cellules nerveuses neurones, tout à fait des neurones, et on aura aussi des cellules nerveuses, mais ça va être des cellules névrogliques. C'est les cellules de soutien, les cellules satellites, les cellules de Schwann, c'est les cellules qui accompagnent les cellules nerveuses. C'est les cellules, les fameuses cellules de la glie ou bien la névroglie. C'est ce qu'on appelle la glie, les gliоcytes, les cellules gliales, ou bien les cellules névrogliques, qu'on appelle aussi la névroglie. C'est la même chose. C'est les cellules qui accompagnent les cellules nerveuses, des cellules de soutien, de nutrition, de protection, cellules stellaires, cellules de Schwann, qui sécrètent la myéline, etc., etc. D'accord? Donc, c'est un neuroépithélium qui est fait de cellules, de cellules qui vont devenir toutes les cellules nerveuses des organes nerveux. Donc, il est pluristratifié au niveau du tube neural. C'est un neuroépithélium pluristratifié et qui est délimité de part et d'autre par deux membranes. L'une est dite limitante interne, la seconde est dite limitante externe. Et les cellules de cet épithélium, elles vont donc répartir en plusieurs couches, exactement 4 couches, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire quoi? De la lumière de la cavité du tube neural vers sa périphérie, et on réalisera que l'épithélium, le neuroépithélium de la paroi du tube neural examiné au microscopie optique est formé de 4 couches de l'intérieur vers l'extérieur, de la cavité du tube neural vers sa périphérie. On a affaire à 4 couches qu'on va énumérer. La première est dite zone ventriculaire, on appelle aussi zone germinative. On a la seconde, c'est la zone dite subventriculaire. La troisième, c'est la zone intermédiaire, dite le manteau. Et la dernière, c'est la zone marginale, qu'on appelle aussi voile marginale. On va voir la composition de ces 4 couches qui forment donc le neuroépithélium du tube neural. Je continue, Yeresh? Oui, madame. Très bien. Donc la toute première couche qui tapisse la lumière, qui est donc juste après la cavité de ce tube neural, nous avons cette couche qu'on appelle la zone ventriculaire. Et d'ailleurs, ventriculaire, vous allez voir qu'elle va être origine des ventricules au niveau du... c'est-à-dire, elles ne vont pas être à l'origine des ventricules, mais elles tapissent la lumière ventriculaire au niveau du cerveau. C'est une appellation technique. Elle s'appelle aussi zone germinative, hein, parce qu'on trouve au niveau de cette zone des cellules souches. C'est une zone où il y a beaucoup de divisions cellulaires, de nombreuses mitoses, et on retrouve des cellules qu'on appelle les cellules germinatives. D'ailleurs, dans certains ouvrages, on appelle la zone ventriculaire zone germinative, zone des cellules germinatives. Et c'est le lieu de différenciation des cellules épendymaires et même des cellules, certaines cellules nerveuses. Mais en gros, c'est la zone de différenciation des cellules épendymaires. Les cellules épendymaires, c'est les cellules qui tapissent la lumière du canal spinal et des ventricules cérébraux. C'est la toute première couche qu'on appelle zone des cellules épendymaires. Ça va donner par la suite ce qu'on appelle les épendymocytes. C'est des cellules donc qui tapissent la lumière des cavités cérébrales, des ventricules ou bien de la cavité médulaire de la moelle épinière du canal rachidien. Donc c'est la première couche. La deuxième, on l'appelle la zone subventriculaire. Cette zone subventriculaire, c'est quoi? Donc c'est le lieu d'apparition de tous les types de cellules nerveuses et de cellules gliales. Donc c'est le lieu d'apparition des cellules jeunes, des cellules souches, des neurones et de la névroglie. On appelle les neuroblastes. Le terme blast signifie jeune. Donc cellule qui va se différencier en cellules mûres, neurones. Donc c'est la zone d'apparition des neuroblastes et des glioblastes. Les glioblastes, c'est les cellules névrogliques jeunes, donc qui vont se différencier par la suite en cellules, en cellules de la zone suivante. Donc ça va donner les cellules des neurones pour les
neuroblastes et des cellules gliales, cellules névrogliques pour les glioblastes. D'accord? Donc, et celles-ci, elles sont issues de la différenciation des cellules germinatives de la zone ventriculaire, puisque c'est une zone de mitose, c'est une zone où on trouve beaucoup de divisions cellulaires et c'est des cellules souches. On trouve des cellules germinatives ici qui sont capables de se différencier d'autres types cellulaires. D'accord? Donc, c'est à connaître, hein, c'est à connaître. Donc, la zone, ici, on est arrivé à la zone subventriculaire. La troisième zone qu'on appelle le manteau, ou bien la zone intermédiaire, celle-ci correspond au lieu d'apparition carrément des neurones qui vont être issus des cellules mères, si vous voulez, des cellules jeunes neuroblastes, des neuroblastes, et des cellules donc névrogliques, les cellules de la névroglie, qui vont être issues des cellules des glioblastes. D'accord? Et pour la toute dernière couche, on l'appelle la zone marginale ou bien le voile marginal. Vous allez voir que cette zone, elle correspond à un mélange, à un ensemble de fibres nerveuses. C'est des axones, c'est les fibres nerveuses de toutes les cellules sous-jacentes, des couches sous-jacentes. C'est-à-dire, ces fibres nerveuses, elles vont être issues de la zone intermédiaire des neurones. C'est les prolongements neuronaux et névrogliques de la zone intermédiaire, de la zone subventriculaire et de la zone ventriculaire. Tous ces prolongements, ils vont se regrouper sous forme d'un feutrage de fibres nerveuses au niveau de cette toute dernière couche qu'on appelle la zone marginale ou bien le voile marginal. Elle va correspondre à un ensemble de fibres nerveuses de toutes les cellules sous-jacentes issues des corps cellulaires des cellules qui se trouvent dans les couches sous-jacentes. D'accord? C'est bon? Regardez très schématiquement. Donc ici, la toute première couche, c'est la zone des mitoses. Par la suite, d'ailleurs, on l'appelle cette partie-là, la première couche, la couche des cellules épendymères, et la première, la ventriculaire, on l'appelle la plaque interne. Bon, c'est pas important, je l'ai pas donné. Tube neural après sa fermeture. Ensuite, ici, on a l'apparition des neuroblastes. Et ces neuroblastes vont donner des neuroblastes et glioblastes, lesquels vont donner des neurones et des cellules névrogliques. Et la toute dernière couche, c'est le voile marginal. Ici, il n'y a pas des corps cellulaires. Nous avons les prolongements de ces corps cellulaires, de ces couches sous-jacentes qui vont parvenir au niveau du voile marginal, qui est la couche toute dernière et périphérique de la paroi de ce tube neural. Voilà. Ça va? Oui, madame. Très bien. Regardez ici un petit aperçu embryologique sur la différenciation neuronale. Le neuroblaste, il n'a pas encore, c'est un neurone très jeune qui n'a pas atteint sa différenciation finale, sa maturation totale. Donc, le neuroblaste, au début, c'est uniquement le noyau cellulaire avec le corps, c'est le corps cellulaire, uniquement, c'est le péricaryon, c'est l'axone, c'est pas l'axone, c'est le péricaryon, c'est le cytone uniquement, le corps cellulaire. Par la suite, il y a, dans un premier temps, formation d'un prolongement qui est l'axone unique, l'axone, prolongement axonique. Ensuite, la formation des prolongements dendritiques. Ici, comment se fait la différenciation des neurones, hein? Et c'est le même principe qui s'opère dans le développement au niveau de la paroi du tube neural. Donc, le neuroépithélium, voilà, il est formé de plusieurs couches qui commencent à apparaître. En 3, nous avons la zone marginale. En 4, nous avons la zone, si vous voulez, intermédiaire. Là, c'est un petit schéma Kaneka, qui signifie que, au dépend de la paroi de ce tube neural, il y aura l'évolution de cette paroi, la différenciation des composants de cette paroi qui vont donner par la suite tous les éléments des organes nerveux, c'est-à-dire le canal de l'épendyme pour le canal rachidien. Ça va donner le ventricule pour l'encéphale au niveau du cerveau. Ça va donner la matière grise aussi. La matière grise, c'est les corps cellulaires
uniquement des neurones. Et ça va donner la matière blanche qui correspond beaucoup plus aux fibres nerveuses. Ainsi de suite. C'est très schématique. Oui, vous le regardez, c'est pas important. D'accord? On continue. Les crêtes neurales. Donc là, on a parlé du tube neural. On a dit que l'ectoderme est scindé en tube neural et en crête neurale. Donc, ces bandelettes, ces soulèvements au niveau des rebords du tube neural fermé, ces bandelettes qui correspondent aux crêtes ganglionnaires ou bien crêtes neurales, les cellules neuroépithéliales de ces crêtes neurales, elles vont se différencier, elles aussi. Qu'est-ce qu'elles vont donner? On a dit qu'elles donnaient les ganglions nerveux en gros, hein, mais elles donnent d'autres cellules. Donc, les cellules neuroépithéliales qui sont issues des crêtes ganglionnaires vont être à l'origine de plusieurs types cellulaires. Le premier, ça va donner des neuroblastes ou bien des ganglioblastes. Et ces neuroblastes et ganglioblastes, ils vont être à l'origine des neurones des ganglions cérébrospinaux, les ganglions crâniens et les ganglions rachidiens. Donc, ces crêtes neurales, elles vont donner un type de neurones qui vont faire partie des ganglions cérébraux et des ganglions spinaux ou bien rachidiens, dans un premier temps. Le premier type de cellule. Le deuxième type cellulaire auquel vont donner naissance aussi les crêtes neurales, ça va être ce qu'on appelle les sympathoblastes. Les sympathoblastes, elles vont engendrer des neurones, des ganglions sympathiques et ce qu'on appelle aussi les cellules des paraganglions. Est-ce que vous connaissez un paraganglion? Déjà, on vous a parlé des paraganglions dans l'unité précédente. Si, ok, si, normalement. Au niveau de la médulla surrénale, vous n'avez pas eu des paraganglions? La médulla surrénale. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la médulla surrénale? Des fibres ordinaires sympathiques. Et on appelle comment ces cellules? C'est des cellules neuroendocrines. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Je me souviens juste qu'on les a appelées des cellules chromaffines. Il y a les clairs et les sombres, c'est tout. Oui, chromaffines. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cellules? Les paraganglions de la médulla, qui sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline. Donc ici, c'est un type de cellules neuroendocrines. C'est des cellules qui sécrètent des neurohormones qui se trouvent au niveau de la médulla surrénalienne. Vous ne l'avez pas compris ainsi? Si. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les cellules des paraganglions. Donc, ce sont des cellules neuroendocrines. Et d'ailleurs, ces cellules paraganglionnaires, des paraganglions, on les retrouve le long des axes vasculaires et nerveux de la tête, du cou, au niveau de la colonne vertébrale. Et ce ne sont pas des neurones en ces termes, ce ne sont pas des cellules nerveuses, mais elles sécrètent des neurohormones. D'accord? Elles dérivent des crêtes neurales, elles sécrètent des neurohormones et on les retrouve à proximité des ganglions. C'est pour ça qu'on les appelle paraganglions. D'accord? C'est le deuxième type de cellules qui dérivent des crêtes neurales. Donc, nous avons des neurones ganglionnaires, des ganglions cérébraux, des ganglions spinaux. Nous avons des sympathoblastes qui engendrent les neurones des ganglions sympathiques. Et nous avons aussi des cellules paraganglionnaires qui, elles, sécrètent des neurohormones. Exemple, les cellules de la médulla, de la glande surrénale.
Ça va? Donc, elle sécrète des substances analogues aux hormones sécrétées par les neurones, d'où l'appellation de ces cellules des paraganglions. Et d'ailleurs, elles se trouvent au voisinage, à proximité des ganglions sympathiques beaucoup plus. D'accord? D'ailleurs, ces cellules, est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Oui, madame, on a compris. Très bien. On va parler des ganglions adrénergiques. Normalement, vous les avez vus en physiologie. Les ganglions adrénergiques de la médula qui sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline. On a aussi les ganglions cholinergiques qui sécrètent l'acétylcholine. Voilà, c'est ce qu'on appelle les cellules paraganglionnaires. Ces cellules, elles dérivent des crêtes neurales aussi. On a aussi un troisième type cellulaire qu'on appelle les lemnoblastes. Et ces lemnoblastes, elles vont donner les cellules de la névroglie périphérique. C'est quoi la névroglie périphérique? C'est tout ce qui est cellules névrogliques qui accompagnent les neurones, c'est-à-dire les cellules de Schwann, les cellules satellites des ganglions nerveux. Les cellules de Schwann, c'est des cellules d'accompagnement et c'est celles-ci qui sécrètent beaucoup plus, elles sécrètent la myéline. Par exemple, on a les cellules satellites autour des axones des neurones qui jouent un rôle de protection, de phagocytose pour tout ce qui est débris, de protection, de nutrition qui ramène des nutriments, etc. C'est ce qu'on appelle la névroglie périphérique. Et c'est le troisième type de cellules qu'on appelle les lemnoblastes qui sont à l'origine de la névroglie périphérique avec un deuxième type de cellules qu'on appelle la névroglie terminale. Cette névroglie terminale, c'est beaucoup plus des cellules spécifiques que l'on retrouve au niveau des corpuscules tactiles. Le tact, c'est le toucher. C'est les corpuscules tactiles, c'est des organes, c'est un organe, le corpuscule tactile, c'est des petits micro-organes tactiles du toucher. Et au niveau de ces organes, il y a des cellules ganglionnaires. On va voir aussi au niveau des organes sensoriels, les bourgeons du goût, c'est des ganglions, il y a des cellules ganglionnaires. Et à côté de ces cellules, on retrouve un type de cellule qu'on appelle cellules de soutien. Et celles-ci, elles forment la névroglie terminale et elles dérivent aussi des lemnoblastes qui dérivent des crêtes neurales. C'est un petit résumé, Wadi, hein? D'accord? On a un quatrième type cellulaire où on a vu vous avez vu dans la thyroïde les cellules C qui sécrètent la calcitonin, les cellules parafolliculaires qui, elles, on vous a dit qu'elles avaient une origine neurectoblastique. Les cellules claires. Les cellules claires, c'est de la thyroïde. D'accord? Elles dérivent des crêtes neurales aussi. On a un cinquième type de cellules, ils l'ont rajouté récemment. Les cellules mélaniques, c'est les cellules qui sécrètent la mélanine au niveau de la couche profonde de l'épiderme, qu'on appelle les cellules mélaniques, les mélanocytes. Ces cellules aussi, il s'est avéré qu'elles dérivent aussi des crêtes neurales, des crêtes ganglionnaires. Voilà le contenu de ce premier chapitre. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que j'enchaîne un quart d'heure avec la moelle épinière, parce que l'origine de la moelle épinière avec la lamalaire, c'est très facile. C'est-à-dire, vous allez très bien comprendre l'enchaînement parce qu'on vient de voir comment s'appellent les lames alaires. Vous allez voir que c'est la fusion des lames fondamentales et lamalaires et le rétrécissement de la cavité du tube neural qui va donner le canal spinal, le canal rachidien et les deux cornes ventrales et dorsales de la moelle épinière. Et je vais m'arrêter là. Vous êtes d'accord? Je vais faire les petites généralités, 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Hein, comme ça, la science, D'accord. ça va, on va finir. Oui, madame. Allez. Oui, on va le faire, pas de problème. Merci. On enchaîne avec la moelle épinière. Voici juste un petit schéma représentatif de la moelle épinière au niveau du rachis, avec l'emplacement de la vertèbre, de la partie osseuse et le canal des deux portions de la vertèbre, et comment donc se positionne la moelle épinière au sein du rachis de la colonne vertébrale. Les nerfs rachidiens
les racines dorsales et les racines ventrales et la moelle épinière elle-même. Et ce qu'on va noter, c'est que la substance grise, elle est centrale, la substance blanche, elle est périphérique. C'est le seul organe nerveux où on a cet agencement de la substance grise et de la substance blanche. Au niveau du cerveau, c'est le contraire. La substance blanche et la substance grise. La substance blanche, elle est centrale. La substance grise, elle est périphérique. Au niveau de la substance blanche, il y a quelques noyaux gris, mais en gros, dans le cerveau et le cervelet, la substance grise, elle est périphérique et la substance blanche, elle est centrale. Dans la moelle épinière, c'est le contraire. La substance blanche, elle est périphérique. La substance grise, elle est centrale. D'accord? Là, retenez cette information, c'est important. Donc, sous forme de généralité, la moelle épinière, c'est un organe nerveux central. C'est la portion du névrax qui est située dans le canal rachidien. Ça, vous le savez normalement. Je continue? Oui, madame, continuez. Elle est en continuité avec le bulbe rachidien qui est la base du tronc cérébral, d'où son appellation dans certains ouvrages anciens quand même. Hein, on l'appelle prolongement rachidien de l'encéphale. Mais on dit moelle épinière. Bon. Donc, prolongement rachidien de l'encéphale et au fait, en réalité, c'est le prolongement de l'encéphale au niveau de la colonne vertébrale qu'on appelle la moelle épinière. D'accord? Donc, elle se présente sous l'aspect d'une tige, ça a l'air d'une tige cylindrique qui est un peu aplatie d'avant en arrière. Elle a une consistance molle et une couleur blanchâtre nacrée. C'est un blanc un petit peu cassé, un blanc sale, un blanc nacré. C'est beaucoup plus la substance blanche qui prend le dessus dans sa couleur. Hein. C'est pour ça qu'elle a une consistance molle parce qu'elle est gélatineuse. La grande majorité de sa structure, de l'aspect de sa structure, elle est un petit peu gélatineuse, d'où le fait qu'elle soit molle au toucher. La moelle épinière, elle est de couleur blanchâtre. On vous dit en moyenne, elle mesure 45 cm de longueur. Elle a donc à peu près 1,5 cm de largeur et elle pèse quand même entre 25 et 35 grammes. Cette moelle épinière. Et elle comprend donc la substance grise qui est centrale, je l'ai mis en gras, et qui est creusée du canal épendymère, canal spinal, canal rachidien, et la substance blanche qui est périphérique. Elle est bien sûr en relation avec l'ensemble des organes par l'intermédiaire des racines rachidiennes qui sont représentées par les racines antérieures. Les racines antérieures, c'est les racines ventrales et les racines postérieures, ce sont les dorsales. Voici, c'est une image in vivo, une représentation, donc schématique, hein, c'est une vraie microphotographie de la moelle épinière, d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière, avec la partie ventrale de ce côté-là et la partie dorsale de ce côté-là. Et les différents composants, on ne va pas rentrer dans les détails, après on va voir les détails des différents composants. Regardez comment est-ce qu'elle se présente. La substance blanche, elle est toute périphérique. La substance grise, elle a la forme d'un papillon, si vous voulez, beaucoup plus d'un papillon, des X, parfois des H, selon l'incidence de coupe au niveau thoracique, au niveau lombaire, au niveau coxique, etc., où l'on réalise la coupe. Elle peut avoir la forme des H, des papillons, des X. Elle peut être plutôt bombée. Ce qui a lieu de noter, c'est que du côté, la substance grise, du côté ventral, qu'on appelle les cornes antérieures ou bien les cornes ventrales, elles sont plutôt bombées comparativement aux cornes postérieures ici, qui sont effilées. Ça, c'est un critère morphologique de distinction. On a la substance blanche qui entoure la substance grise. Et nous avons les racines postérieures du nerf rachidien, ce côté-là, et là, la racine antérieure du nerf rachidien, ce côté-là, elles vont former, se regrouper pour former le nerf rachidien. Voilà, après ces détails, c'est après. Tous les détails histologiques, on va les voir après. Je vais juste vous donner l'embryologie de la moelle épinière, puisqu'on vient de faire tout de suite le développement embryonnaire. Ça va être très simple pour que vous compreniez l'origine embryologique de la moelle épinière. On vous dit que la moelle épinière, elle dérive de la portion médulaire et caudale du tube neural.
embryologique qui subit une évolution relativement simple, je dirais même très très simple. Pourquoi? On a vu les lames alaires. C'est quoi les lames alaires? On a vu les lames alaires des guêtres. C'est que les lames supérieures. Voilà. Ces lames alaires, oui, c'est les lames dorsales aussi. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces lames alaires? Regardez, en bleu, elles vont fusionner. Dorsale épaisse. Très bien. Latérodorsale épaisse. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces lames alaires? Elles vont tendre à fusionner. Elles vont avancer les unes l'une vers l'autre. Elles vont tendre à se souder en une ligne ici. Elles vont avancer les unes par rapport aux autres. Et il y aura la même chose au niveau des lames fondamentales. Vont faire la même chose. Elles vont tendre à fusionner. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'embryologie? Les lames alaires prolifèrent et fusionnent sur une grande longueur du côté dorsal. Leur ligne de soudure correspond, donc on va donner le nom à cet endroit où il y a eu une couture, il y a eu une soudure, on va l'appeler le sillon médian postérieur. Alors, des pans vont s'édifier directement, donc aux dépens de cette soudure des lames alaires, donc aux dépens de ces lames alaires, vont s'édifier, elles vont donner naissance à ce qu'on appelle les cornes postérieures de la substance grise. D'accord? Les cornes dorsales, les cornes postérieures de la substance grise. Pareil pour les lames basales, elles vont s'accroître aussi, elles vont donc proliférer aussi, elles vont se souder, mais cette fois-ci sur une petite longueur du côté ventral. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il y aura limitant un sillon aussi, un sillon de soudure, qu'on va appeler le sillon médian antérieur. Et aux dépens de ces lames basales vont s'édifier les cornes antérieures, les cornes ventrales cette fois-ci, de la substance grise. On va rajouter, je continue comme ça, vous allez mieux comprendre, la prolifération et la fusion des lames alaires et des lames basales va entraîner une diminution de la cavité du tube médulaire qui va devenir le canal éppendylaire, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, vous venez d'assister à la naissance de la moelle épinière en partant des lames alaires et des lames basales avec la fusion de ces deux entités, les unes par rapport aux autres. La première va, les deux premières, si vous voulez, elles vont fusionner, créer un sillon de soudure qu'on appellera sillon médian postérieur pour permettre l'édification des cornes postérieures. Les secondes, c'est-à-dire les lames basales, elles vont s'accroître et se souder cette fois-ci sur une petite longueur. Et celles-ci, elles vont délimiter un sillon médian. Il sera antérieur puisqu'il est situé du côté antérieur. Et aux dépens de ces lames basales vont s'édifier les cornes antérieures. C'est très très simple à retenir. Et la prolifération et la fusion de ces lames va entraîner un rétrécissement donc de la lumière de la cavité médulaire du tube neural pour donner naissance carrément au canal éppendylaire, le canal spinal que vous connaissez, le canal rachidien. Ça va, regardez schématiquement. Voici le tube neural avec les lames alaires qui commencent à fusionner. Elles fusionnent sur une grande, elles commencent à fusionner, à se souder. Et ça va donner quoi? Ça va donner les cornes dorsales et les cornes ventrales. Et cette soudure va fermer cette cavité centrale et ne laisser qu'un petit trou qu'on appelle le canal spinal ou bien le canal éppendylaire. Voilà. Ça va? Regardez schématiquement. Le toit ici, voici la cavité de l'hexagone que forme le tube neural au départ. On a un hexagone, une cavité en hexagone. Les deux parois, le toit et le plancher. On a la lame alaire de part et d'autre, latérodorsale et latéroventrale, la lame fondamentale ou bien basale. Elles vont tendre à se souder, telle que la ligne de soudure, le sillon ou bien septum médian postérieur, et une échancrure du côté ventral, ici, parce que c'est pas une vraie soudure, parce que c'est sur une toute petite longueur. Ici, c'est le sillon donc ventral, ici. Et par la suite, il y aura une réduction
du diamètre de cette cavité pour donner le canal central, canal épendymère. Et pour édifier les deux cornes postérieures, les deux cornes dorsales et les deux cornes ventrales. Donc, vous venez d'assister à la naissance à l'édification de la moelle épinière, des composants de la moelle épinière. Avec ce schéma, je l'ai retiré de Askin. Il est très explicatif. Donc, je vous l'ai donné. Regardez ici. Il donne carrément 1, 2, 3. Vous pouvez suivre. Il est très explicite. Voilà. La plaque dorsale, lame alaire égale toi. La plaque ventrale, lame ventrale, c'est le plancher. La lame alaire, c'est la paroi latérale-dorsale. La lame basale fondamentale, qui est la paroi latéro-ventrale. Le sulcus limites, canal épendymère, septum médian postérieur, la corne postérieure, le sillon médian antérieur, corne antérieure et la substance blanche tout autour. Ça va? Madame. Et s'il vous plaît, le canal spinal et le canal rachidien, c'est la même chose? Je vais vous reposer la question. Je vous renvoie cette question maintenant. Parce que j'ai vu dans les messages, ils disent épendymère, rachidien Oui, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux quand ils ont dit aussi épendymère. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre. Hein, c'est moi l'enseignante. C'est normal. Qui peut répondre? Madame, c'est le canal épendymère qui sera à l'origine du canal rachidien qui est le canal spinal. Tout à fait. Oui, mais c'est ça que j'ai compris, mais la dernière étudiante. C'est ça. C'est ça, tout à fait ça. C'est le canal épendymère, de l'épendyme, la zone épendymère, qui va se transformer en canal spinal ou bien canal rachidien, tout simplement. Oui, madame, c'est ce que j'ai compris au départ après C'est correct, ce que vous avez compris. Et je voulais que vous soyez sûr de vos réponses. Et là, j'ai été jusqu'au bout. Pourquoi j'ai continué? C'est pour que de vous-même, vous me disiez ça. C'est ce que je voulais et merci. Parce que je voulais que ce soit vous qui allez arriver à cette conclusion. D'accord? C'est pour ça que j'ai continué la moelle épinière. Je n'avais pas l'intention de faire la moelle épinière aujourd'hui. Ça va, Eresh? Oui, ça va. Très bien. Allez, merci les enfants. J'espère que ça a été clair. Vous essayez de le revoir. Je ne sais pas si on pourra programmer demain une séance. Comme ça, on aura fait 2 séances cette semaine. Une séance? On va continuer la moelle épinière. Pour demain soir? Demain, ce sera possible? Non, est-ce que ce sera possible pour demain soir? Non, on a une séance de génétique à 16h et 18h. S'il vous plaît, madame, si vous pouvez faire une séance un petit peu en début d'après-midi, genre à 13h ou 14h, ce serait mieux. 18h, on est un petit peu fatigué. Il ne faut pas oublier que les gens de Boumabdes, ils ont examen. Ils ont examen? Oui, l'examen de l'unité 4. Oui, j'ai oublié. Oui, c'est l'unité 4, les gens de Boumabdes. Voilà. On verra. Je verrai avec les délégués, d'accord? Donc la prochaine séance est programmée pour quand? Je vous donnerai la réponse avec les délégués, avec la déléguée. D'accord? D'accord, ok, merci. Vous n'avez que génétique demain. Il y a physio. Demain? Il y a physio. Vous avez le physio demain? C'est sûr? Physio, c'est en présentiel. Oui, on a. En présentiel la matinée. Oui. Physiologie, c'est présentiel, oui. Oui, c'est en présentiel la matinée, le neurophysio. Oui. L'examen de génétique, c'est pour le 15. Le 29. C'est l'immuno qu'on a le 15. Et le 15, qu'est-ce que vous avez le 15? Immunologie. C'est à midi à Tamda, c'est ça? Oui. Oui. La même chose pour la génétique. Oui, oui. D'accord, ouais. Oui. Parce que je suis programmée à la surveillance. Vous avez fait aujourd'hui génétique, non? Oui. Oui. Ok. On verra. Je vais voir avec la déléguée. Je vais vous dire. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on finisse même la moelle épinière. Comme ça, on va avancer aisément. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres en histologie. On verra après. Allez, merci les enfants. Bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.